Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlerons de l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises multinationales. Cet indice qui révèle les principaux contributeurs de l'abus fiscal des entreprises. À l'échelle mondiale, nous avons eu la grande chance de discuter avec Marcus Mainz, le responsable des politiques fiscales au sein de Tax Justice Network, ainsi que Moran Hariri, qui travaille aussi dans cette équipe et qui est adjointe à Marcus, et Bob Michel, avec lequel nous allons analyser un certain nombre d'indicateurs, notamment la question du reporting pays par pays. Je rappelle que vous pouvez suivre notre podcast sur notre page des podcasts de Tax Justice Network à l'adresse podcast avec s.taxjustice.net. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Spotify, Apple Cast, Google Cast et d'autres diffuseurs de podcasts. Pour ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Impôts et justice sociale, Twitter, hashtag Impôts social, YouTube, www.impôts et justice sociale, et Stitcher pour ceux qui y accèdent. Et si vous voulez nous contacter, idriss@taxjustice.net. Je rappelle que cette fois-ci encore, nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour faire le doublage des voix. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, à la une, nous allons parler de l'indice des paradis fiscaux. Je rappelle que cette année, quelques indicateurs, notamment celui sur l'agressivité des conventions fiscales, sur le règle du contrôle des sociétés étrangères, sur la retenue à la source des dividendes, les restrictions de déductibilité des frais de prestation de services, les restrictions sur la déduction des royalties et aussi les restrictions à la déductibilité des intérêts d'emprunt. Ce sont des choses que nous connaissons en Afrique, notamment à travers le secteur financier, à travers le secteur des industries extractives, mais aussi à travers le secteur des services internationaux. Et pour parler de cet indice des paradis fiscaux, nous avons plusieurs invités. Le premier, c'est Marcus Mainz. Il est le directeur de l'équipe politique fiscale qui produit les indices d'opacité financière, mais aussi l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises internationales. Il a accepté d'échanger avec nous. Alors, Marcus, Tax Justice Network a publié ce mois d'octobre sa toute récente édition de l'indice. Tu es à la tête de l'équipe qui a fait ce travail. Est-ce que tu peux juste nous rappeler c'est quoi l'indice des paradis fiscaux pour les multinationales? L'indice des paradis fiscaux pour les entreprises est un outil qui permet de comprendre l'histoire des paradis fiscaux d'une manière différente de celle habituellement racontée. L'histoire habituelle que nous entendons sur les paradis fiscaux est que ce sont de petites îles des Caraïbes ou peut-être quelques principautés alpines qui font les choses malhonnêtes, mais que le reste des pays, par exemple au sein de l'Union européenne, vont bien et sont peut-être aussi victimes de ces endroits. Avec l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises, on peut comprendre que les pays responsables du grand problème de l'érosion des recettes fiscales des entreprises dans le monde se trouvent dans une large mesure au sein de l'Union européenne, ainsi que dans quelques autres pays que l'on n'associerait pas habituellement à ces clichés de paradis fiscaux. Nous pouvons voir comment des États membres de l'Union européenne
tels que les Pays-Bas, mais aussi l'Irlande, sont réellement les moteurs de la course vers le bas en matière de fiscalité des entreprises et nuisent ainsi aux perspectives de développement et aux capacités en matière de droits humains des pays du monde entier. C'est parce que ces multinationales opèrent dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, où elles extraient des bénéfices et sous-paient leurs impôts grâce aux lois et réglementations en Irlande, aux Pays-Bas et dans des pays similaires. C'est le grand renversement de l'histoire que l'OCDE, par exemple, n'a pas réussi à faire. Alors, l'OCDE, tu l'as d'ailleurs dit, l'OCDE, ces dernières années, a passé le temps à mobiliser les gens pour dire qu'elle était en train d'essayer de lutter contre ces paradis fiscaux. Qu'est-ce qui n'a finalement pas marché avec l'OCDE? Que nous enseigne le travail que nous avons fait sur l'indice des paradis fiscaux? Qu'est-ce qui ne marche pas avec l'OCDE? Ils élaborent ces dernières années un certain nombre de politiques et de stratégies, des processus pour s'attaquer à ces problèmes. Mais nous constatons deux problèmes. Le premier est l'affaiblissement de ces propositions, constamment par les groupes de pression des entreprises, à tel point que ces outils restent largement inefficaces, même après des années et des années de négociations, et bien qu'ils impliquent des règles très complexes et très coûteuses à mettre en œuvre pour toute administration. Et c'est particulièrement le cas pour les administrations des pays à faible revenu, qui ne sont généralement pas aussi bien équipés en termes de ressources et de capacités humaines dans les administrations pour mettre en œuvre ces règles. Et le deuxième grand problème est que, dès le départ, ces règles sont biaisées, conçues et façonnées par les États membres même du club des pays de l'OCDE, qui sont des pays riches et pour beaucoup d'anciennes puissances coloniales. Ils ont donc un grand intérêt à concevoir les règles d'une manière qui profite a priori à leur propre bourse et à leurs propres droits d'imposition, au détriment de ceux des pays à faible revenu dans le reste du monde. C'est pourquoi l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises peut aider à renverser l'histoire, et vraiment à la regarder de la bonne manière, dans une perspective plus complète. Nous devons comprendre que les pays peuvent faire beaucoup pour améliorer leur base de revenus fiscaux des entreprises, sans être dépendants, contraints et en attente que l'OCDE décide ou que le cadre inclusif produise des résultats. C'est ce que montre l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises, avec quelques indications sur la façon dont cela pourrait être fait, car nous avons 18 indicateurs, chacun de ces indicateurs décrivant une politique qui peut aider à combler les lacunes et les failles, et peut également aider à atténuer l'évasion fiscale par les groupes multinationaux. C'est là que nous encourageons les pays à y jeter un coup d'œil et à s'en inspirer, puis à décider dans leur propre circonscription politique nationale lesquelles de ces mesures, le cas échéant, pourraient leur convenir pour lutter contre les flux financiers illicites de manière plus efficace, plus efficiente et plus rapide que ne le permettraient les règles de l'OCDE. Alors, cette mise à jour de l'indice des paradis fiscaux pour les multinationales arrive alors que, ou alors en même temps que, les pays ont adopté en majorité l'idée de mener les discussions sur la coopération fiscale dans le cadre des Nations Unies. Alors, comment est-ce que les pays en développement peuvent utiliser cet indice dans le cadre du plaidoyer pour un système fiscal mondial beaucoup plus juste? Les pays peuvent commencer par analyser leur vulnérabilité dans leurs relations économiques extérieures et lorsque l'investissement provient de juridictions typiques du secret et de paradis fiscaux pour les entreprises telles que les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les Bermudes, etc. Il existe des étapes très importantes qu'ils peuvent entreprendre pour prévenir l'hémorragie des ressources en mettant en œuvre certaines de ces retenues à la source ou limitations de déduction qui sont mesurables dans l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises. Merci Marcus de ces réponses. Je rappelle que l'indice des paradis fiscaux pour les multinationales est développé autour de plusieurs indicateurs qui sont regroupés notamment autour de l'indicateur global sur le taux minimal d'imposition des sociétés qui est disponible, le taux le plus bas qui existe.
Il évalue aussi si un pays, si une juridiction accorde des niches fiscales et des vides juridiques qui sont exploitées par les entreprises multinationales lorsqu'elles veulent évader l'impôt de plusieurs pays. Il y a aussi un groupe d'indicateurs qui gère les questions de transparence, parmi laquelle la déclaration publique pays par pays des comptes des entreprises multinationales. D'autres indices mesurent le niveau de lutte contre l'évasion fiscale. Les pays qui n'ont pas suffisamment de mesures favorisent cette évasion fiscale. Et enfin, il y a l'indice qui évalue le degré d'agressivité des conventions de double imposition. Il y en a plusieurs dans le monde qui sont signées en défaveur des pays africains. C'est sur cette base-là qu'on évalue le degré de complicité d'un pays. Nous allons en parler dans le détail avec Moran Hariri. Elle a accepté de partager avec nous l'expérience de ce travail qui, je le rappelle, il est très lourd, il mobilise beaucoup d'experts dans la réflexion fiscale qui travaillent au sein de Tax Justice Network. Alors, Moran, comment est-ce que est produit l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises multinationales? C'est quoi les recettes de ce produit qui finalement devient un produit phare de Tax Justice Network? L'indice des paradis fiscaux pour les entreprises est un classement de 70 pays qui sont les plus complices dans l'aide apportée aux entreprises multinationales pour sous-payer l'impôt sur les sociétés. Comment classons-nous ces pays? Nous avons deux composantes, mais en général, ces deux composantes mesurent d'une part l'ampleur des possibilités d'abus fiscal des entreprises permises par les lois et réglementations d'un pays, et d'autre part, dans quelle mesure ces possibilités sont effectivement utilisées dans l'activité financière de ces entreprises, c'est-à-dire combien d'argent entre et sort du pays. Cette approche à deux facteurs nous permet non seulement de dire que vos lois sont mauvaises ou de ne cibler que de très petits pays, mais aussi d'avoir un impact car nous disons, si vous avez beaucoup d'activités financières d'entreprise, alors votre responsabilité est plus grande pour combler les lacunes ou améliorer les lois et réglementations que vous avez. Alors, c'est depuis 2021 que la plus récente mise à jour de l'indice a été effectuée. Quelles sont les leçons que nous apprenons de la mise à jour de l'année 2024 de l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises multinationales? Parmi les 70 pays que nous évaluons, nous avons constaté à nouveau que les paradis fiscaux britanniques, principalement les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et les Bermudes, restent la plus grande menace pour l'argent public des pays. Je dirais que le Royaume-Uni s'est légèrement amélioré, mais nous attendons du Royaume-Uni qu'il prenne plus de responsabilités. Le fait qu'il refuse de soutenir l'initiative de la Convention fiscale de l'ONU et de permettre à d'autres pays d'établir des règles internationales équitables, nous pensons que ce n'est pas la bonne voie. D'une certaine manière, cela continue à permettre l'abus fiscal des entreprises par la porte de derrière. L'autre chose est que si nous regardons l'échelle, un tiers du risque d'abus fiscal des entreprises est réalisé par les pays de l'UE. Un autre tiers est réalisé par les paradis fiscaux britanniques, ce qui est beaucoup. Les pays africains sont responsables de 4% de l'abus fiscal des entreprises et les pays d'Amérique latine sont responsables de 3%. Et si nous regardons parmi ces pays africains que nous évaluons, le pays africain le moins bien classé reste l'île Maurice. L'activité financière des entreprises passe par ce pays, ce qui est vraiment beaucoup comparé aux autres pays africains. Comme je l'ai dit, l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises mesure deux facteurs. Non seulement les lois et réglementations, mais aussi l'échelle réelle de l'activité financière. Nous faisons cela parce que souvent les pays pointent du doigt de très petits pays et disent « Vos lois ne sont pas bonnes, vous devriez améliorer vos lois ». Mais en fait, quand on y regarde de près, on constate que de très grands pays, des pays développés, des pays riches, sont responsables d'une grande partie de l'abus fiscal des entreprises.
C'est pourquoi nous appelons les pays en développement à examiner ces failles des pays et à être conscients que tous les pays devraient améliorer leurs lois. Alors, on se rend très bien compte avec toi, Morane, que l'indice et les résultats qui résultent du travail que vous avez fait, toute l'équipe de Policy Team de Tax Justice Network, vous avez fourni des enseignements intéressants pour ce problème que représentent les paradis fiscaux. Mais aujourd'hui, Morane, que doivent faire les pays africains face à un tel outil? Qu'est-ce que vous souhaitiez qu'ils fassent avec les enseignements que vous leur apportez? Comme nous l'avons vu, environ un tiers de l'abus fiscal des entreprises est réalisé par les pays de l'UE. Un autre tiers est réalisé par les paradis fiscaux britanniques. Donc, ces pays spécifiquement, qui permettent cette grande échelle d'activité financière, devraient-ils s'améliorer et combler les failles et ne pas permettre à ces entreprises de sortir l'argent et de ne pas payer leur juste part. De nombreux pays en développement souffrent de ce type d'écart dans les droits d'imposition. Malheureusement, depuis plus d'une décennie, l'OCDE a essayé de corriger ces règles, mais sans succès. C'est pourquoi nous encourageons ces pays, tous ces pays, à soutenir la Convention fiscale de l'ONU et à saisir l'occasion de créer de meilleures règles internationales en matière d'impôt sur les sociétés, afin que les entreprises ne soient pas autorisées ou en mesure d'abuser de telles failles et que les gouvernements aient plus d'argent à utiliser pour s'assurer que les droits de l'homme ne sont pas violés. Merci Morane d'avoir été disponible pour cet échange très pédagogique. Avec toi, on apprend que les pays africains sont responsables d'à peine 4% de pratiques de paradis fiscaux dans le monde, mais un pays quand même africain préoccupe, c'est l'île Maurice. L'île Maurice intéresse parce que même le FMI a dit que ce pays sert de plateforme d'investissement pour le secteur extractif, c'est-à-dire les richesses du sol, du sous-sol, le fer, la bauxite, mais surtout le coltan, des produits comme le cuivre ou encore le lithium des RDC. Maurice est le premier investisseur du secteur extractif de la RDC avec près de 63,5% des capitaux apportés. Et Maurice est le premier investisseur dans au moins 5 pays. Et sur 10 pays, il fait partie du top 10 des investisseurs. Donc, Maurice est un investisseur important. Et malheureusement, Maurice ne parvient toujours pas à finaliser toutes les réformes entreprises pour réduire son statut d'espace fiscal favorable pour les multinationales qui veulent payer un minimum d'impôts. Et un autre problème qu'on a décelé aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que le reporting pays par pays qui est essentiel pour connaître combien les entreprises ont réalisé dans chaque pays où elles sont présentes n'est pas toujours la chose la mieux partagée. Vous devez savoir que Tax Justice Network défend le principe d'une formule unique dans le cadre du F des principes de Tax Justice Network. Et cette formule unique voudrait que on calcule les bénéfices des multinationales à l'échelle de leur holding et que le bénéfice soit maintenant pris en compte dans chaque pays en fonction du degré de l'activité économique. C'est une proposition qui est complètement différente du deuxième pilier de l'OCDE en matière de réduction de la base imposable, qui établit une norme de globe, qui établit une norme de subject to tax rule, en fait, qui établit une norme d'assujetti à l'imposition, ou qui sont très compliquées à mettre en place, ou alors qui a établi l'impôt minimum de 15%, qui finalement n'est pas une solution adaptée, on l'a vu dans les éditions précédentes, à la lutte contre l'évasion fiscale, notamment sur la chaîne de valeur du secteur extractif, qui fait partie intégrante des piliers de l'économie en Afrique. Alors, pour le reporting pays par pays, nous avons eu l'occasion d'avoir Bob Michel, excellent analyste des politiques fiscales à l'échelle internationale. Alors, Bob, un des indicateurs de l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises de 2024, c'est le reporting pays par pays, le reporting public
pays par pays, des performances financières des entreprises. Alors, c'est quoi cet indicateur et en quoi est-ce qu'il est important dans le cadre du mouvement actuel visant à construire un système fiscal beaucoup plus juste? Thank you. That's a very good question. So, what is public? Merci, c'est une très bonne question. Alors, de quoi s'agit-il avec le reporting pays par pays avec accès au public? Il s'agit de créer plus de transparence sur les endroits où les entreprises multinationales exercent leurs activités. Actuellement, il y a un manque de transparence, on peut dire, car les rapports se font sur une base de pays individuels. Donc, de nombreux pays ont une activité multinationale, mais ils ne savent pas ce que la multinationale fait globalement. Sans une image d'ensemble, on ne peut pas vraiment évaluer si ce que la multinationale déclare dans votre pays est une image juste ou raisonnable de ses activités ou de la part des activités qui se déroulent dans votre pays. Donc, l'une des façons de remédier à ce manque de transparence est d'obliger les multinationales à divulguer des rapports dans lesquels elles détaillent, pour chaque pays où elles sont actives, le montant de leurs actifs, leurs bénéfices et surtout le montant des impôts qu'elles paient. La méthode de l'OCDE consiste à faire du lieu du siège le pays où se trouve la société mère de la multinationale. Ainsi, on force la société mère à déclarer toutes ces informations dans ce pays du siège, qui échangera ensuite les rapports avec tous les pays du monde où la multinationale est active. C'est un système un peu imparfait, car pour que cela fonctionne, tous les pays doivent être liés par les mêmes normes d'échange d'informations. Mais ce sont des normes très élevées, et certains pays n'ont pas les traités en vigueur pour obtenir ces informations. C'est pourquoi il existe une alternative qui consiste simplement à obliger le pays du siège à rendre ces informations publiques. Et c'est cela, le reporting pays par pays public. Alors, c'est plutôt très intéressant, Bob. On se rend très bien compte que l'Afrique a besoin vraiment de mettre en place cette règle. En tout cas, les pays africains, on l'a vu, exigent déjà que soit mise en place cette règle où il faudrait que les multinationales donnent les performances financières pays par pays. Mais comment est-ce que les informations telles qu'elles ont été mobilisées par l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises internationales peut être utilisées par les pays africains pour améliorer l'application de cette règle de reporting pays par pays qui soit publiée publiquement, pas seulement le reporting pays par pays, mais qui soit accessible au grand public. So there are actually two ways this can happen. Il y a en fait deux façons dont cela peut se produire. Tout d'abord, il est important de comprendre que ces rapports qui sont rendus publics dans certains régimes actuellement en place dans les pays européens par exemple, contiennent des informations qui ne sont pas très appropriées pour être utilisées directement pour évaluer les impôts d'une entreprise multinationale. Mais cela donne une très bonne indication aux pays pour évaluer les risques d'évasion fiscale ou pour savoir où ils doivent regarder. Donc, s'il y a un manque surprenant d'impôts payés, alors que le chiffre d'affaires est étonnamment élevé, les autorités fiscales savent qu'elles devraient peut-être examiner l'évaluation des prix de transfert que l'entreprise a faite dans le pays, car il y a peut-être plus que ce que la multinationale déclare sur le papier déposé dans le pays. C'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'à un niveau élevé, les pays savent que s'ils sont coincés avec les règles actuelles, qui sont imparfaites, ce type d'information, pays par pays, montre qu'ils doivent travailler à changer les règles. C'est un bon moyen de recueillir des données, de savoir où ils devraient s'associer à d'autres pays dans une situation similaire pour lutter contre l'injustice des règles actuelles, comme à l'ONU. Ces rapports, pays par pays, montrent où les règles sont insuffisantes et où l'Afrique, en tant que région, devrait dire à la communauté internationale que cela doit changer. On voit aussi que la question du reporting pays par pays est assez discutée en Afrique, notamment à travers l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui une fois de plus sont l'un des secteurs économiques les plus importants en Afrique. C'est mis en œuvre dans le cadre de cette initiative qui exige qu'il y ait une publication des comptes des entreprises minières pays par pays. Alors, quelles sont les contributions essentielles que notre outil, l'indice des paradis fiscaux, apporte à ce débat global ?
Donc, comme vous le dites, il existe en fait une variété de régimes de reporting pays par pays public en vigueur dans le monde. L'un d'entre eux est le reporting sur les ressources naturelles, qui est le premier type de reporting pays par pays public, car dans le cas des industries extractives, il est tellement important qu'il y ait une divulgation sur les paiements au gouvernement, qu'il s'agisse de redevances minières, de dividendes ou d'impôts. C'est donc un type de régime qui est en place dans de nombreux pays, ce qui est précieux, mais ce n'est pas un régime qui s'applique généralement. Dans l'indice, nous différons dans la notation en fonction de la portée d'un régime. Le régime des industries extractives obtient un certain score, mais les pays peuvent avoir un meilleur score s'ils ont un régime qui s'applique à toutes les industries, quelle que soit l'industrie. Ce qui est également très important, c'est que l'information soit désagrégée. C'est-à-dire que les rapports doivent contenir des informations sur chaque pays individuel où la multinationale est active. Dans certains régimes, comme celui adopté dans l'Union européenne, la désagrégation est limitée. Les multinationales doivent donner des informations sur les pays européens individuels. Mais pour l'Afrique, elles peuvent agréger les informations en un seul grand pot. Nous apprécions que l'UE soit passée à un régime de portée complète, mais nous n'aimons pas que certains pays n'obtiennent pas leurs informations individuelles. Nous pensons qu'il est complètement inutile de dire à un pays européen qu'il obtient des informations individuelles de la multinationale et qu'un pays africain n'obtient pas ces informations. C'est pourquoi nous donnons au régime européen un score, mais pas le meilleur score. Il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Et c'est tout l'intérêt de l'indicateur, car il y a une échelle allant de l'absence de reporting pays par pays public au reporting idéal en place, ce qui n'est pas encore le cas dans aucun pays. Mais nous sommes optimistes quant au fait que le monde se dirige vers ce type de transparence à moyen terme. On se rend très bien compte que le reporting pays par pays, je rappelle, qui est un des piliers de la justice fiscale de Tax Justice Network, vous connaissez les ABCD, EF, 3G, le C est mis ici pour Country by Country Reporting, traduit en français, reporting pays par pays, mais en plus reporting public des comptes des multinationales pays par pays. Alors Bob, on voit très bien tout cela, notamment ce débat est mené aussi dans le cadre des politiques publiques en Afrique. Alors comment est-ce que, de ton point de vue, quel conseil donnerais-tu à ces pays africains qui aujourd'hui discutent une meilleure reprise du contrôle de leurs droits d'imposition? Je pense qu'il est important de réaliser que le besoin pour les pays d'adopter ce régime n'est pas le même pour chaque pays. C'est un grand besoin pour les pays où se trouvent les sociétés mères des multinationales. Et tel que le monde est, les sociétés mères sont souvent situées dans le nord global. Donc, je pense que pour les pays du sud global, il est important d'examiner les informations dont ils disposent. Un pays connaît-il les détails de l'activité des multinationales dans sa juridiction? Souvent, ce n'est pas le cas, et ce manque d'informations devrait être souligné dans la communauté internationale. Comment pouvons-nous parler de coopération fiscale internationale si certains pays n'ont pas toutes les informations? Il s'agit d'examiner les informations et de mettre clairement en évidence les lacunes qui existent afin que toutes les juridictions mères assument l'obligation de divulguer toutes les informations. Les juridictions mères savent exactement ce qui se passe avec la multinationale, mais cette information ne devrait pas être une marchandise. Elle devrait être disponible pour tous les pays concernés. Je pense que c'est le message sur lequel les pays du Sud global devraient insister. Alors, on a très bien vu l'OCDE pousser pour une réforme qui consiste à publier les comptes des entreprises pays par pays, déjà pas publiquement, mais publier les comptes des entreprises pays par pays avec des seuils d'activité qui sont autour de 750 millions de dollars. Mais on voit aussi qu'il y a des multinationales en Afrique, même si elles ne réalisent pas forcément ce chiffre, elles sont présentes sur le continent, elles investissent sur le continent,
Que pensez-vous de cette situation? Comment est-ce que l'indice des paradis fiscaux pour les multinationales adresse ce problème et quelles perspectives vous y voyez? Chaque juridiction qui accueille des sociétés mères de multinationales importantes devrait assumer cette obligation, que cette juridiction mère soit située en Afrique ou dans l'UE. Le besoin de transparence est universel. Le système de l'OCDE d'échange des rapports a le même impact, génère les mêmes avantages, en ce sens qu'il peut être utilisé par le pays destinataire pour évaluer des cas individuels d'imposition ou pour évaluer des politiques qui s'appliquent en général, mais il n'a pas le même effet de pression réputationnelle. Car si c'est rendu public, cela ne signifie pas seulement tous les pays sources, mais aussi que tout le public a accès à cette information, allant des ONG aux universitaires, en passant par tout le spectre. Et cela crée un certain risque réputationnel pour les multinationales. Madame, Monsieur, c'est ce que nous avions préparé pour vous pour ce podcast, mais nous allons revenir sur l'indice des paradis fiscaux pour les entreprises multinationales. Il y a plusieurs indicateurs, plusieurs implications pour le débat actuellement en cours dans le cadre des Nations Unies, parce qu'il est question de cela, d'avoir une coopération fiscale qui permet aux pays, notamment les pays les plus faibles économiquement, de pouvoir récupérer un maximum de droits d'imposition et de lever suffisamment de ressources fiscales pour financer les objectifs du développement durable, pour financer les ambitions de réponse aux risques climatiques, pour financer l'atteinte des droits de l'homme, notamment le droit pour les femmes d'avoir une égalité d'accès aux activités économiques, d'aller se former dans une école, mais aussi le droit pour les femmes et pour tout le monde finalement d'avoir accès à un service de santé publique qui soit fiable. L'indice des paradis fiscaux pour les multinationales, ce n'est juste pas un débat de salon. Nous travaillons dessus parce qu'il existe encore des juridictions qui permettent à des personnes, à des individus d'aller y cacher leur argent. Et on s'est rendu compte, malheureusement, avec nos experts, comme on a pu le constater, que les îles Vierges britanniques, qui sont sous le contrôle des Royaumes-Unis, continuent d'être les territoires où on retrouve le plus de risques de paradis fiscaux. Et on se rend aussi très bien compte que plusieurs pays qui sont présentés comme ceux qui ne sont pas sur la liste grise des paradis fiscaux de l'Union européenne sont en fait des complices de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal des multinationales. Nous allons revenir dessus dans une prochaine édition, mais d'ici là, je vous rappelle juste que vous pouvez continuer d'écouter notre podcast sur notre page des podcasts avec S, taxjustice.net, et vous recherchez l'onglet en français, impôts et justice sociale. Et vous pouvez aussi aller sur la plupart des réseaux de diffusion de podcasts, notamment Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vous pouvez aussi aller sur Stitcher pour retrouver votre podcast et tous les autres épisodes, que ce soit en anglais, en français, en portugais, en espagnol et en arabe. Et sur WhatsApp, nous sommes sur le hashtag impôt social, Facebook, impôts et justice sociale. Pour nous contacter directement, idrissa@taxjustice.net. Je rappelle que ce podcast a été une fois de plus produit grâce aux outils de créativité de l'intelligence artificielle qui nous ont aidés pour les doublages. Voilà pour votre podcast. À très bientôt pour un autre épisode. Au revoir.